Bonjour. Moi, je suis ingénieur de recherche CNRS à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et comme ça a été dit, je vais vous présenter un travail qui porte sur l'acquisition des signaux transitoires par M6-CPMS. Ce travail, attendez, je vais mettre un chronomètre. Hop, voilà. Alors, ce travail il a été réalisé entre trois équipes. L'équipe de géochimie et cosmochimie de l'IPGP, l'équipe du LKABI de l'Université de Pau et l'équipe du LANI du CEA de Saclay. Depuis l'existence des ICPMS, la source à plasma que vous voyez ici a permis le couplage entre différents systèmes d'introduction et l'ICPMS. Comme système d'introduction, je veux dire la chromatographie liquide, la chromatographie en phase gazeuse, l'ablation laser et un certain nombre d'autres systèmes que je ne cite pas ici. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un couplage? Un couplage, c'est la connexion directe d'un système d'introduction, ici vous voyez une chromatographie, avec l'ICPMS. Donc une des particularités de ce type de couplage, c'est le caractère transitoire des signaux isotopiques que vous observez ici. Les couplages, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ici, je vous donne un exemple d'un couplage entre l'ablation laser et un ICPMS quadrupolaire qui a été réalisé en 1985, ici en bas. Et donc, bien qu'au début, alors, pour les premiers couplages, les ICP qui ont été utilisés étaient de type quadrupolaire, en 2001, pour la première fois, l'équipe de Pau réalise un couplage entre une GC, une chromatographie en phase gazeuse, et un M6-CPMS. Donc, ce couplage-là, bien évidemment, a permis d'améliorer de façon spectaculaire les précisions des rapports isotopiques. Et à partir de ce moment-là, les couplages entre les M6-CPMS et différents systèmes d'introduction ont connu une croissance vraiment très importante. Et c'est en ce moment-là, en plus, qu'on commence à observer dans la littérature la fameuse dérive isotopique que vous observez ici. Donc, qu'est-ce que la dérive isotopique? C'est quand on est en multicollection, pendant l'acquisition des signaux, nous observons une dérive isotopique au cours du temps. Donc ces dérives isotopiques, donc on devrait avoir un rapport qui était plutôt plat ici, et ici vous observez que nous avons une dérive isotopique assez importante, qui dégrade bien évidemment la précision de la mesure. Cette dérive isotopique a été observée pour plusieurs types de couplages, donc je vous donne rapidement quelques exemples. Vous avez ici un couplage entre Goldtrap et M6-CPMS, Cryo-GC M6-CPMS, GC M6-CPMS, la chromatographie, l'HPLC et M6-CPMS, donc ici vous voyez toujours des drifts isotopiques, hein, les points noirs, et bien évidemment l'ablation laser, donc ici vous voyez la dérive isotopique. Donc il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées pour expliquer ces dérives isotopiques. Les hypothèses, je vous donne quelques hypothèses. La première, c'était, au début on a pensé qu'il y avait un bruit de fond qui était variable durant l'élution du pic. Et une deuxième hypothèse, c'était que comme on était couplé avec un système d'introduction, une chromatographie ou l'ablation laser, donc on a pensé aussi que ces dérives isotopiques, c'était un fractionnement isotopique généré par le système d'introduction, donc un fractionnement dépendant de la masse dans la colonne chromatographique. Et il y a une troisième hypothèse, c'était le système de détection. Donc cette hypothèse-là était d'ailleurs la plus plausible. Et sur ce point-là, je vais vous présenter trois articles très importants dans la littérature. Et en 2003, Hirata réalise des signaux transitoires de ce type-là. Et donc il observe que le rapport isotopique, sur le rapport isotopique, on observe une dérive à la phase montante, à la montée et à la descente du signal. Donc pour lui, le fractionnement isotopique était dû à la cause du fractionnement isotopique était due à une réponse lente du système amplificateur Faraday. Après, il y a un deuxième travail en 2004 d'Inès Gunther-Leopold. Donc, elle a couplé une HPLC avec un M6-CPMS. Donc, elle a observé un drift isotopique assez important pour les rapports isotopiques de l'uranium. Et donc, afin de conclure si ce drift-là a été généré par la machine ou par la chromatographie, elle a enlevé la chromatographie et à la place, elle a mis une boucle d'injection. Donc, elle a refait un signal transitoire
Et évidemment, comme vous observez ici, elle a obtenu, pareil, un drift isotopique du même, qui avait la même allure que les drifts isotopiques qu'elle avait obtenus avec la chromatographie. Donc, pour elle, c'était clair que les drifts isotopiques n'étaient pas originaires. Enfin, la source du drift isotopique, ce n'était pas la chromatographie, mais c'était plutôt l'MCIC-PMS. Et en 2005, il y a un travail réalisé par l'équipe de Pau, où là, ils vont examiner de façon très détaillée un certain nombre de paramètres qui peuvent potentiellement générer un drift isotopique quand on est en couplage. Et la conclusion de l'équipe, c'était que le drift isotopique, responsable pour les drifts isotopiques, était le système d'acquisition de données derrière les cages de Faraday. Donc voilà, maintenant pour mieux comprendre comment ça fonctionne, quelle est l'origine du drift et comment ce drift-là peut être corrigé, il va falloir plonger dans l'électronique, dans le système de détection type cage de Faraday. Donc ici, je vous présente un schéma très simplifié d'un système de détection de type Faraday. Donc ici, vous avez la cage de Faraday. Ok, donc juste avant, vous avez les ions positivement chargés. Après, vous avez l'amplificateur. Vous avez la résistance. Et pour ce travail-là, nous allons utiliser des résistances de 10 puissance ohm. Vous avez la capacité, qui est d'habitude de l'ordre d'1 picofarad. Et donc, si vous avez un courant ionique de l'ordre de 10 picoampères, à la sortie de votre amplificateur, vous allez avoir une tension de l'ordre d'1 volt. D'accord? Ça, c'est très simple à calculer. Et donc, maintenant, on va regarder de plus près le système RC, ici présent, et plus spécialement, on va se focaliser sur le rôle de la capacité qui est utilisée dans ce système RC. D'accord? La capacité, là, d'1 picofarad à peu près. Donc, ce système RC va jouer le rôle d'un filtre passe-bas. Je vous explique. Un filtre passe-bas, son rôle, c'est de filtrer les hautes fréquences et laisser passer les basses fréquences. Donc, je vous montre un petit exemple ici. Vous avez un signal d'entrée qui est composé par deux fréquences. Donc, une fréquence lente, ici, et une fréquence rapide. Donc, on injecte ce signal d'entrée dans un filtre RC, un filtre passe-bas. Et donc, en sortie, vous observez que nous avons le filtre passe-bas a atténué les fréquences, les hautes fréquences, et il a laissé passer les basses fréquences. Et donc, pourquoi on a besoin de ça dans un amplificateur? Parce qu'il faut assurer la gamme des fréquences dans laquelle l'amplificateur fonctionne de manière optimum. Alors, malheureusement, ce système-là, ce filtre RC, va introduire un décalage de phase, quelque chose que nous, on ne le souhaite pas. D'accord? Alors, comme vous pouvez l'observer ici, vous avez un signal d'entrée, la ligne bleue, et ici, la ligne rouge, vous avez un signal rouge. La ligne rouge a un signal de sortie, et comme vous pouvez le constater, entre la ligne bleue et la ligne rouge, il y a un décalage de phase. Donc, la ligne rouge est décalée légèrement vers la droite. Donc, ce décalage, la cause de ce décalage, c'est le temps nécessaire pour charger et décharger les condensateurs pour une variation du signal. Alors, ce décalage est dépendant de la constante de temps du circuit RC, et donc là, je vais vous rappeler que la constante de temps d'un circuit RC est appelée tau, et tau est égal R fois C, d'accord? Et pour des systèmes MCIC-PMS comme les Neptune ou les NU, en général, ce tau est égal à 0,1 seconde. On peut également démontrer assez facilement qu'il y a une relation linéaire pour des fréquences plus faibles que 0,25 Hz. Il y a une relation linéaire entre les taux, la constante de temps, et le décalage de phase. Donc, par exemple, si nous avons un système avec une constante de temps de 0,1 seconde, le signal de sortie va être décalé par rapport au signal d'entrée de 0,1 seconde. Voilà, maintenant qu'on a compris tout ça, on va regarder quelle est l'influence de ces filtres-là sur les signaux transitoires qui nous intéressent. Alors, imaginons que vous avez deux signaux transitoires IA et IB, d'accord? Et ces signaux transitoires vont être détectés avec une cage Faraday H1 et H2, de différentes cages de Faraday. Donc, selon ce que je viens de vous raconter, les signaux de sortie VA et VB, ici, vont être légèrement décalés par rapport aux signaux d'entrée, d'accord? Et si en plus vous utilisez des résistances de 10-11 ohms, ce décalage va être à peu près de l'ordre de 0,1 seconde. Donc jusqu'à là, tout va bien.
Dans les cas où vous avez taux A et taux B, donc les réponses des amplificateurs qui sont identiques, dans ce cas-là, tout va bien, il n'y a aucun problème. Les deux signaux VA et VB sont décalés vers la droite de façon identique, donc ils sont en phase. Et là, il n'y a pas de drift isotopique, on n'observe pas de dérive isotopique. Donc là, tout va bien. Les problèmes commencent quand on n'a pas exactement les mêmes réponses entre les amplificateurs. Donc ici, vous avez taux A qui est inférieur à taux B. Donc, ce qui veut dire que le décalage de la courbe VA va être moins important par rapport au décalage, au décalage de la courbe VB. Et si maintenant on veut calculer l'intensité VA' pour un T1, comme vous pouvez le constater, cette intensité-là va être beaucoup plus élevée par rapport à l'intensité qu'on devait avoir si les deux courbes étaient en phase. Donc maintenant, cela veut dire que le rapport VA' sur VB va être supérieur au rapport qu'on devait avoir si les deux courbes étaient en phase. Donc également, on peut démontrer facilement que pour un temps T3 après le sommet des pics, le rapport VA' sur VB va être inférieur au rapport qu'on devait avoir si les deux courbes étaient en phase. Donc exactement de la même façon, on peut démontrer que si on a le phénomène inverse, ça veut dire taux A supérieur à taux B, on va observer une dérive isotopique, mais cette fois-ci positive, d'accord, de l'autre sens. Voilà, donc on a voulu tester ces phénomènes avec notre Neptune à l'IPGP. Donc nous avons réalisé des signaux transitoires en plomb avec l'injection directe et à l'aide d'une boucle d'injection. Et donc le seul rapport isotopique qui a présenté un drift significatif, c'était le rapport 207-206 que vous observez ici. Donc nous avons obtenu une dérive isotopique positive. Et donc l'idée après, pour tester le phénomène des amplificateurs, c'était d'inverser les amplificateurs. Ça veut dire, là, on va détecter l'isotope 206 avec l'ampli, on va attribuer à l'isotope 206 l'ampli 7 et à la cage H2 l'ampli 6. Donc, si tout ce que je viens de vous raconter est correct, on doit obtenir une inversion de la dérive isotopique. Et comme vous le constatez, c'est bien le cas. La dérive isotopique a été inversée, ce qui prouve que la dérive isotopique est générée par les amplificateurs. Alors, c'était également très intéressant de regarder quelle était l'allure des rapports isotopiques sur un diagramme 3 isotopes. Donc ici, vous avez un diagramme 3 isotopes. La ligne noire, c'est la loi du fractionnement isotopique. Et donc, vous observez bien qu'on n'est plus sur la loi du fractionnement isotopique, mais les rapports isotopiques suivent des trajectoires qui croisent la loi exponentielle, la loi du fractionnement isotopique. Donc cela a été vérifié avec un modèle que nous avons réalisé au laboratoire pour justement prédire les trajectoires des rapports isotopiques détectés par des cages de Faraday, par des amplificateurs avec des time lags, avec des différentes constantes de temps. Et donc nous avons avec le modèle, nous avons obtenu des trajectoires qui croisent la loi du fractionnement isotopique. Et donc maintenant, une fois qu'on a compris quelle était la cause qui génère quelle était la principale cause qui génère la dérive isotopique, passer à l'étape de la synchronisation, c'est quelque chose de très facile. Donc l'idée de la synchronisation, pour la synchronisation, alors on va prendre un signal, ici le signal VB comme un signal de référence, et ensuite c'est très simple, l'idée c'est de décaler le signal VA afin de le synchroniser avec le signal VB. D'accord? C'est vraiment très simple. Donc, pour réaliser ce décalage, nous avons besoin d'une fonction VA qui va décrire le signal pour chaque T, d'accord, pour chaque VA de T. Et pour cela, alors, nous avons utilisé les signaux enregistrés par le logiciel de la machine. Donc ici, vous avez les signaux VA et ici les signaux VB, les points, comme ils ont été enregistrés par le soft du Neptune. Et pour obtenir la fonction, nous avons réalisé une interpolation polynomiale. Donc une fois que nous avons obtenu la fonction VA de T, nous allons exprimer les rapports isotopiques de cette façon-là. VA T1 plus delta T sur VB. T1, c'est le temps comme il était enregistré par la machine. Delta T, c'est le petit décalage que nous allons introduire pour décaler le signal VA vers la gauche ou vers la droite. Et VB, ensuite, c'est
ce sont les intensités du signal VB comme ils ont été enregistrés par le soft du Neptune. Alors, l'étape suivante, alors, c'est de trouver un critère qui va nous permettre de synchroniser les deux signaux, de décaler la courbe VA. Donc pour cela, nous avons réalisé une interpolation linéaire de tous ces rapports-là, des rapports isotopiques. Et donc la fonction que nous obtenons, c'est une fonction linéaire, bien évidemment. Et là, la pente est une fonction du delta tau, comme vous pouvez le constater, parce qu'ici, vous avez le delta tau. Et donc la pente que nous avons obtenue de la régression linéaire est une fonction de delta t. Donc là, ce qu'on va demander au modèle, c'est justement de minimiser la pente. Et donc, pour minimiser la pente, alors on va trouver les delta tau pour lesquels les deux signaux sont en phase. Ensuite, ce delta tau, on va l'injecter dans cette équation-là et on va recalculer les signaux sans la dérive isotopique. Alors ici, je vous montre un petit exemple de synchronisation. Donc là, ce que vous allez voir, on ne voit pas les décalages des signaux, des courbes, parce que c'est, comme vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment très petit. C'est quelques millisecondes, mais en effet, on va avoir l'impact très important sur les rapports isotopiques. Donc sur ce modèle, vous avez ici le delta t. Donc le modèle va chercher le delta t pour lesquels la pente ici, la ligne rouge, est proche de 0. Donc voilà. Ah, peut-être. Voilà. Bon, donc là, on ne voit pas la fin de la vidéo, mais en fait, on voit qu'au bout de 3 millisecondes, on a, les deux signaux sont en phase et du coup, on n'a plus de drift isotopique. Je vais vous remontrer la vidéo. Voilà. Donc, 3 millisecondes à peu près de time lag. Donc maintenant, on va passer, je vais vous présenter quelques résultats obtenus en GC, en couplage GC M6CPMS réalisé par l'équipe de Pau. Sur un nu. Et donc là, l'équipe de Pau a réalisé 30 injections de plomb en utilisant la GCL-M6 CPMS. Et comme vous pouvez le constater, les trois rapports isotopiques du plomb présentent une dérive isotopique assez importante. D'accord? Donc ici, on a une dérive négative, positive et là positive. Donc, bien évidemment, à ce stade-là, on peut se poser la question, est-ce que cette dérive isotopique est générée par les amplificateurs, par la machine, ou cette dérive est générée par le système d'introduction, la chromatographie? Et donc, pour cela, nous avons réalisé des diagrammes 3 isotopes. Et donc là, si la dérive isotopique était générée par le système chromatographique, ça veut dire qu'on allait avoir un fractionnement isotopique dépendant de la masse. Donc ça veut dire que tous les points devaient s'aligner sur la loi du fractionnement isotopique. Comme vous pouvez le constater, pour le T2 graphe ici, ce n'est pas du tout le cas, ce qui prouve clairement que la source principale de la dérive isotopique, c'est la machine et ce n'est pas le système chromatographique. Donc là, pareil, je vous montre une synchronisation pour les systèmes GCM6CPMS. Le principe est le même. Ici, vous avez le dt, hein, le petit delta t, et à côté, vous avez la pente. Donc pareil, le modèle va chercher le delta t pour lequel la pente est quasiment nulle. Voilà. Et là, nous obtenons un delta t de l'ordre de 7 millisecondes, un peu plus important que le delta t que nous avons obtenu avec l'injection directe. Donc, après ça, nous avons utilisé le delta t pour corriger la dérive isotopique. Donc après correction, vous obtenez des rapports isotopiques comme ça, donc beaucoup plus facile à traiter. Donc ici, vous pouvez par exemple faire une moyenne sur la partie stable du rapport isotopique et calculer à la carte type très facilement, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez utiliser la méthode des pentes que M. Donard vous a présentée hier. Et donc encore une fois, les diagrammes 3 isotopes. Donc en bleu, ce sont les données sans correction de la dérive isotopique, et en rouge, ce sont les données après la correction de la dérive isotopique, d'accord, ici pour le 2 isotopes, enfin le 7,6 et 4,6. Donc on voit clairement qu'après la correction de la dérive isotopique, les données s'accordent beaucoup mieux avec la loi du fractionnement isotopique. Voilà, avant de finir, on avait également regardé la justesse et la reproductibilité avant et après la correction de la dérive isotopique sur les mêmes données.
de plomb. Et donc sur les 30 injections, on les a traitées d'abord avec la méthode point par point. Et donc là, vous avez les 30 injections et sans la correction. Et ici, c'est les 30 injections avec la correction de la dérive isotopique. Donc vous observez clairement qu'on a une amélioration à la fois de l'incertitude de la mesure, mais aussi de la reproductibilité de la mesure. Donc ensuite, on a traité les mêmes mesures avec la méthode des pentes. Donc ça, c'est avant la correction de la dérive isotopique. Et les points rouges après la correction de la dérive isotopique. Donc nous observons que au niveau de la justesse, il n'y a pratiquement pas et de la reproductibilité, il n'y a pratiquement pas d'amélioration, mais par contre on améliore l'incertitude de la mesure. Bon, il y a un léger shift, mais ça on peut en discuter après, c'est quelque chose que peut-être il va falloir corriger avec d'autres techniques éventuellement. Voilà, donc en conclusion, alors la dérive isotopique, dans ce travail, nous avons démontré que la dérive isotopique est générée par des légers décalages entre les temporels des amplificateurs. Et donc là, c'est très important de dire que nous n'avons pas forcément, pour améliorer ce phénomène-là, de la dérive isotopique, ou pour les supprimer, nous n'avons pas forcément besoin d'un système avec une réponse plus rapide, mais nous avons besoin des systèmes de détection synchrones. D'accord? Ça, c'est très important parce que dans la littérature, il y a des gens qui réfléchissent à des systèmes de détection plus rapides. Nous avons proposé un modèle qui permet d'abord de calculer le décalage temporel. Donc, nous avons pu donner une valeur de ce décalage temporel. Donc, on a vu que c'était entre 3 et 7 millisecondes, pour notre cas, nous, bien évidemment. Et en plus, ce modèle permet de le prendre en compte ce décalage temporel et corriger la dérive isotopique. Et le troisième point, c'est que nous avons vu que la correction de la dérive isotopique permet d'améliorer significativement la méthode de point par point et la répétabilité interne de la méthode de la mesure quand on traite les résultats avec la méthode des pentes. Donc ce travail-là a donné lieu à une publication à JASS en 2014. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc avant de finir, juste, je voudrais remercier l'équipe de l'IPGP et plus particulièrement Gérard Manès pour toute la réflexion, les heures interminables de réflexion dans mon bureau, et Pascal Louva pour l'injection directe, bien évidemment. L'équipe du LKABI pour les données en GCM, CICPMS et tous les échanges que nous avons eus sur les sujets des signaux transitoires. Et bien évidemment le LANI et plus particulièrement Hélénie Snard avec laquelle j'ai réalisé mes premiers signaux transitoires. Voilà.